Carole, nous passons maintenant à Nathalie Rex. Alors, peut-être qu'on passera à Karl Neuberger d'abord pour finir l'histoire des perturbateurs endocriniens. Et Karl Neuberger est un data scientist polytechnicien qui travaille sur une étude qui est menée dans le cadre du territoire de santé de demain, qui porte sur le cancer du sein et de l'environnement. Et on lui laissera peut-être une quinzaine de minutes pour faire sa présentation. Merci beaucoup. Nous l'écoutons. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà, d'accord. On ne vous entend plus là. On peut vous aider? Vous avez communication sur votre bureau au préalable, vous l'avez ouverte. C'est plus simple. Vous appuyez sur le bouton partager l'écran. Ouais, alors je suis en train. Une petite seconde. C'est compliqué. Il n'est pas mieux que moi en tout cas. Super. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui, vous pouvez lancer le diaporama. Super. Merci. Hop. Bonjour à tous. Donc, mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, je suis vraiment ravi d'être avec vous cet après-midi pour vous parler un petit peu d'intelligence artificielle, voilà, de mon métier, et puis de vous dire un petit peu comment finalement l'analyse de données en grande dimension, l'IA, peut apporter des réponses, en tout cas est en train d'avoir des percées vraiment intéressantes autour de la compréhension de l'environnement sur l'impact du cancer du sein. Alors, pour me présenter rapidement, donc effectivement, le professeur Mathelin a dit quelques mots en introduction. Donc, effectivement, je suis associé data scientist dans une société qui s'appelle Quantmetry, polytechnicien de formation, et depuis un peu plus de 7 ans, j'ai la chance de faire ce métier, d'accompagner un certain nombre d'organisations, de sociétés, et notamment dans le monde de la santé, qui souhaitent utiliser ces technologies récentes pour faire progresser la recherche et pour développer de nouvelles innovations. Alors, pendant cette petite quinzaine de minutes, je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait aujourd'hui chez Quantmetry. Je vais faire quelques mots d'introduction autour de l'intelligence artificielle pour que tout le monde ait bien saisi les concepts que cela recouvre. Et puis, je vous parlerai de la coordinométrie que l'on suit depuis maintenant plus de 4 ans avec le professeur Mathelin, et notamment de l'étude territoire de santé de demain que nous avons démarré pour comprendre, voilà, pour mieux comprendre les facteurs environnementaux et leur impact sur le cancer du sein. Donc, en 2 mots, moi, je représente la société Quantmetry, qui est une société spécialisée dans ce qu'on appelle la data et l'intelligence artificielle. On est un peu plus de 120 collaborateurs aujourd'hui, voilà, donc des experts de l'intelligence artificielle, avec une particularité qui est qu'on déduit une partie significative de notre temps à de la recherche et développement, et en particulier dans le monde de la santé. Donc aujourd'hui, voilà, c'est plus de 3000 jours hommes de data scientists, en tout cas de profils spécialisés dans la data, qui travaillent à développer des innovations en santé, et notamment avec le CHU Strasbourg ou l'ICANS, sur des sujets comme des redons connectés pour le suivi post-chirurgical, des sujets sur l'analyse d'images, notamment le diagnostic de polyneuropathie sur des IRM 3D, le projet Conium Scénométrie dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est basé sur l'utilisation de l'IA pour la structuration de documents textuels, ou encore des sujets de suivi de patients diabétiques, via des plateformes de télésurveillance qu'on a développées récemment. Alors, je vais commencer par vous donner peut-être quelques mots d'introduction autour de l'intelligence artificielle, aussi pour démystifier un petit peu ce concept, puisque, voilà, j'en suis sûr, vous avez tous entendu parler d'intelligence artificielle, c'est vraiment au cœur des médias aujourd'hui. On a des articles scientifiques qui nous annoncent que l'IA serait plus importante encore que la découverte de l'ADN, des articles qui nous annoncent que l'intelligence artificielle va bouleverser la profession médicale.
Et en même temps, on voit une vraie recrudescence des articles scientifiques qui parlent d'intelligence artificielle. Donc, si on prend voilà, le nombre d'articles qui mentionnent le mot machine learning, par exemple, sur PubMed, on voit qu'il y a vraiment une croissance exponentielle. Donc, que penser finalement de ce terme? Donc déjà, je voudrais commencer par un petit peu démystifier ce concept-là en rappelant que l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la magie. C'est des mathématiques, des algorithmes, c'est vraiment quelque chose de très scientifique derrière. Donc, ça ne va pas répondre à tous les problèmes, mais ça peut répondre très bien à certains problèmes précis. Aujourd'hui, l'IA, ce n'est plus de l'expérimental, ce n'est plus ce qu'on appelle des proof of concept. C'est des résultats concrets, c'est des publications, je vais en parler de certaines d'entre elles, et c'est aussi des solutions qui sont utilisées au quotidien par les géants du web, bien sûr, mais aussi de plus en plus d'organisations, d'industries en France et dans le monde. Et ce n'est pas inhumain, c'est avant tout voilà, du langage informatique, des infrastructures technologiques qui sont aujourd'hui de plus en plus performantes et de plus en plus rapides à déployer et qui commencent à démontrer des résultats vraiment intéressants dans le monde médical notamment. Alors, je voudrais rappeler déjà que c'est une discipline qui est ancienne, hein, qui date des années 60, puisque c'est dans les années 60 qu'on a créé le premier réseau de neurones, qu'on appelait le perceptron, que l'IA a eu des essors dans les années 70-80 avec ce qu'on a appelé les systèmes experts, hein, qui permettent finalement de faire circuler les métros automatiques, par exemple, faire voler des avions automatiquement, etc. Et a vraiment connu un essor très récent aujourd'hui avec ce qu'on appelle le machine learning, que je vais détailler juste après, et que vous avez peut-être vu des exemples récents avec bien sûr le véhicule autonome. Donc, vous avez le cockpit d'une Tesla ici. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais voilà, on a vraiment un système de conduite automatique qui est quand même très avancé, ou encore les fameux deepfakes, donc qui sont ces capacités à remplacer des visages automatiquement sur des vidéos de façon très réaliste et qui sont simplement juste des illustrations, en l'occurrence dans le monde de l'image, des applications de l'IA, mais qui en réalité démontrent finalement un essor vraiment extrêmement important sur tout un tas de types de données. Donc, qu'est-ce que c'est que le machine learning? Eh bien, c'est une des branches de l'IA qui construit des algorithmes capables d'accumuler de la connaissance, de l'intelligence, sans être humainement guidés et en se basant uniquement sur des données historiques. Et tout ça, c'est lié eh bien, à l'explosion des données, le fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a beaucoup plus de données qui circulent, et notamment par toutes les solutions mises à disposition par les géants du web, la baisse du coût de stockage de la donnée, l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, et puis aussi des avancées mathématiques majeures. Il y a aujourd'hui une recherche qui est très active dans le monde de l'algorithmie, appliquée au machine learning, et qui démontre eh bien, des capacités extrêmement fortes en matière de résultats, en tout cas d'avancées mathématiques. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler d'une étude qu'on mène depuis un peu plus de 4 ans avec le service du professeur Matelin sur une cohorte qu'on a appelée Cénométrie et qui aujourd'hui nous permet de réaliser un projet très innovant qu'on a appelé Territoire de santé de demain, qui va mêler cancer du sein et environnement. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement pour l'IA en cénologie? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a la chance de travailler aujourd'hui sur une cohorte qui a été constituée dès la fin des années 70. Donc, on a un recul en termes d'historique qui est vraiment très important pour cette cohorte-là. Que les patientes sont suivies du coup sur de nombreuses années, qu'on a accès aujourd'hui à des milliers de dossiers. Et comme évidemment la cénologie, c'est une discipline qui est très multidisciplinaire, eh bien, on a des formats de données extrêmement hétérogènes. On a à la fois des documents textuels, donc des comptes rendus de réunions de concertation pluridisciplinaires, des lettres de sortie, etc., des documents Excel, des examens cliniques, des examens d'imagerie ou encore des examens d'anatomopathologie, voire de génétique, qui nous permettent finalement aujourd'hui d'avoir une très grande diversité dans le type de données auxquelles on peut accéder. Donc, ce projet, on l'a démarré à l'occasion d'un hackathon auquel on a participé en 2015, dont l'objectif était vraiment de se dire comment peut-on valoriser finalement toutes ces données déjà présentes, mais qui n'avaient jamais été exploitées, ou alors de manière très parcellaire avec des études manuelles où il fallait retourner aux archives, rentrer dans des fichiers Excel.
se dire est-ce que finalement, grâce à l'IA, grâce aux capacités d'analyse, notamment de texte automatique, eh bien, on ne serait pas capable de sortir des résultats avec une puissance statistique beaucoup plus importante sur ces milliers de patients dont on a l'historique et dont on a énormément d'informations aujourd'hui. On a été primé à cette occasion-là. Et puis, on a pu obtenir toutes les validations réglementaires et juridiques pour pouvoir travailler sur ces données-là. Donc, évidemment, on a la chance ici d'être dans un cadre où les patientes ont signé un consentement. Donc, évidemment, on peut travailler sur ces données-là. Les données ont été déidentifiées. Donc, évidemment, on ne travaille pas sur des données dans lesquelles on a des noms, des prénoms, etc. Tout ça a été évidemment retiré. On a eu l'accord d'un comité d'éthique, d'un conseil scientifique et évidemment une collaboration avec la CNIL pour pouvoir avoir les meilleures pratiques pour travailler sur des données de santé. Et bien sûr, ça fait l'objet d'une étude qui a été déposée sur Clinical Trials. Donc, on se base aujourd'hui sur une technologie qu'on a déployée du coup, au service du professeur Mathelin, sur ce qu'on appelait une Qbox, qui est en fait un gros PC de gamer, entre guillemets, donc on va dire avec des capacités de calcul importantes, et aussi une suite logicielle qu'on a développée depuis 4 ans pour analyser ces dossiers-là, et notamment pour intégrer toute la sémantique liée à l'univers du cancer du sein, pour structurer finalement ces informations-là et les rendre exploitables. Donc, pour donner quelques exemples, aujourd'hui, on se base sur des fiches de RCP, par exemple, dans lesquelles on va avoir énormément d'informations sur les antécédents de la malade, l'histoire de la maladie, les récidives éventuelles, les diagnostics, les différents dosages. Et on prend toutes ces données-là et on va les structurer avec des algorithmes d'analyse sémantique qui sont par exemple capables de détecter des synonymes, qui sont capables de détecter des fautes d'orthographe, et les mettre dans un très grand fichier Excel, entre guillemets, qui va être capable finalement de pouvoir automatiquement nous permettre d'avoir accès à tout l'historique des patientes et de pouvoir automatiquement faire des études très rapides. Et donc, pour essayer d'expliciter en quoi l'IA est bien intéressante dans ce cadre-là, c'est que par exemple, on a des algorithmes aujourd'hui qui comprennent très bien la sémantique du texte et sont capables de détecter automatiquement des synonymes, voire même de faire des opérations sur des mots pour comprendre des négations, pour comprendre bien, finalement la syntaxe d'une phrase qui permet finalement d'avoir une précision aujourd'hui qui est extrêmement forte dans cette structuration du texte. Donc, on a pu, grâce à cela, publier un certain nombre d'études d'ores et déjà. On a travaillé notamment sur les femmes âgées. On a pu démontrer qu'il fallait se méfier du cancer du sein chez les femmes âgées, qui était bien plus mortel qu'on ne le croyait. Ou encore sur l'impact du dépistage, où on a pu montrer une réduction significative de la mortalité chez les femmes issues du dépistage organisé, en comparant 2 cohortes de 1000 patientes issues ou non du dépistage organisé, et avec un suivi, comme je l'ai dit, de plusieurs dizaines d'années. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on déploie un certain nombre d'algorithmes d'aide à la décision médicale qui sont utilisés. Un exemple de publication qu'on a mené, c'était sur l'étude d'un biomarqueur, donc UPA-PAI1, où on a pu démontrer l'intérêt de ce biomarqueur-là pour éviter le surtraitement ou le sous-traitement, notamment en cas de chimiothérapie, en reconstituant automatiquement l'arbre de décision des médecins et en le comparant au référentiel régional de la région Grand Est. Donc ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on peut faire de manière très rapide en utilisant ce type de technologie-là. Et donc aujourd'hui, on est très heureux de lancer une nouvelle étude qui a été financée via le projet Territoire Santé de demain et qui vise finalement à associer cette cohorte qu'aujourd'hui on maîtrise très bien, qui a fait l'objet de nombreux approfondissements, avec des dosages de perturbateurs endocriniens, donc de 600 perturbateurs endocriniens et de 32 métaux sur des tumeurs de sein issues d'une biobanque et collectées depuis plus de 20 ans pour avoir à la fois ces données cliniques et ces données de dosage et pouvoir mener tout un tas de corrélations et essayer de comprendre de manière beaucoup plus fine finalement qui sont les perturbateurs endocriniens qui ont le plus d'impact, quels sont les métaux lourds qui ont le plus d'impact et quels sont ceux sur lesquels il peut y avoir un effet cocktail. Donc, pourquoi est-ce qu'on souhaite mener cette étude? Eh bien, parce qu'on a aujourd'hui accès à cette cohorte prospective donc de 18 000 patientes avec consentement
qu'on va être capable aujourd'hui de doser plusieurs centaines de pesticides perturbateurs endocriniens. Donc voilà, on a déjà une très belle, on va dire, une très belle représentativité, en tout cas un nombre important de dosages qu'on va être capable d'intégrer, qu'on a un suivi ici à long terme, et par ailleurs que ces échantillons biologiques comportent à la fois du tissu tumoral et du tissu non tumoral, c'est-à-dire du sein normal ou du tissu graisseux péritumoral. Et donc, ça va être vraiment intéressant de pouvoir comparer aussi les dosages issus de tissu tumoral ou non tumoral. On a accès aussi aux histoires individuelles des patients, donc par exemple leur profession ou voilà, d'autres éléments. On va aussi être capable de corréler ça avec des prises médicamenteuses, des anti-hormones par exemple. Donc, les questions qu'on va tâcher de résoudre, c'est quels sont les pesticides perturbateurs endocriniens qui diffusent dans le sein, quel est le fameux effet cocktail qu'on a entendu à plusieurs reprises dans les interventions précédentes. Est-ce qu'il y a des effets délétères de plusieurs composés entre eux? Est-ce qu'il y a des effets neutralisateurs? Quelles sont aussi les fenêtres d'exposition? Puisqu'on a la chance d'avoir ici un suivi sur le long terme, donc on va être capable de pouvoir avoir potentiellement des expositions même in utero, de regarder effectivement s'il y a eu des impacts différenciés, par exemple, dans des périodes de transition hormonale, et est-ce qu'il peut y avoir aussi des vulnérabilités individuelles de patientes, ou encore un effet dose sur certains de ces composés qu'on va doser, avec des impacts à faible dose, comme on l'a dit précédemment. Donc, on a déjà commencé à réaliser ces dosages. Aujourd'hui, pour donner un exemple, sur une tumeur, on est capable de doser donc, ces fameux 32 métaux. Et ce qui est intéressant, c'est que, et là où aussi l'IA prend tout son sens, c'est que quand on va doser 600 pesticides et 32 métaux, les nombres de combinaisons qu'on va pouvoir analyser est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers, puisque ne serait-ce que prendre 2 combinaisons parmi ces 632 dosages qu'on va mener, ça fait déjà plusieurs centaines de milliers de combinaisons possibles. Et là, c'est ici qu'intervient aussi toute la force de l'IA et des algorithmes que de pouvoir analyser voilà, ces combinaisons-là en grande dimension. Et c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel on est convaincu qu'il y aura un impact extrêmement important. Donc, quels sont les intérêts et les limites de cette étude ? Les intérêts, c'est qu'on est capable de suivre ces patientes sur le long terme, qu'on va être aussi capable de mesurer si certaines substances ont un impact sur d'autres thérapies. On a parlé de la chimiothérapie tout à l'heure dans les 2 exposés précédents. Comparer des impacts différentiels chez les femmes avec certaines mutations génétiques ou chez les femmes très jeunes ou très âgées, ou encore corréler avec le caractère hormonosensible des tumeurs. Quelques limites de cette étude. On ne sera évidemment pas capable de doser les substances dont la demi-vie est courte et qui ne seraient plus présentes finalement dans les prélèvements auxquels on aura accès aujourd'hui. Et on ne va pas s'intéresser dans un premier temps aux substances qui pourraient avoir une modification d'ARN, mais ça fait partie des pistes qu'on envisage dans un deuxième temps. Donc, pour conclure, simplement pour dire qu'aujourd'hui, on a la chance, avec ce développement d'outils d'analyse sémantique que nous avons créé et le croisement avec des données très fines de dosage, finalement de proposer une étude extrêmement originale et dont on pense qu'elle aura vraiment de très beaux impacts, que l'IA permet à la fois de traiter des données en très grande dimension et d'interpréter ces effets croisés. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui sera très nouveau et qui aura vraiment un impact intéressant. Et pour finir sur une note personnelle, de dire que voilà, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est vraiment au début des synergies possibles entre ce que nous, on peut apporter en tant que data scientist et l'univers des professionnels de santé, l'univers médical. Voilà, aujourd'hui, les data scientists, c'est une génération plutôt issue de la génération Y, qui est très sensibilisée à l'environnement et à son impact sur la santé, et qui souhaite aujourd'hui voilà, fortement s'investir aussi là-dedans. Et donc, voilà, une citation que j'aime beaucoup qui est de dire que le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Aujourd'hui, on est très impliqués. En tout cas, on est ravis de pouvoir contribuer et mener cette étude avec le service du professeur Matelin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Le Burger, de tous ces développements qui ont pour effet de nous rassurer un peu sur la manière d'évaluer les risques. Est-ce que vous avez des questions? L'heure passe très vite.
Et alors, rapidement, si je peux poser une question. Jean-Claude. Initialement encore, est-ce que vous aurez la possibilité de corréler vos informations avec les analyses génomiques, de corréler avec les analyses à haut débit et ce qu'il y a maintenant, ce qui existe dans l'analyse du génome dans les plateformes qui sont réalisées en France? Oui, alors on a déjà accès à un certain nombre d'informations génomiques, hein, donc typiquement patientité ou non, c'est des éléments auxquels on a accès. Aujourd'hui, on ne travaille pas encore sur, on va dire, une analyse du génome exhaustive ou en tout cas complètement détaillée. Je pense que ça pourrait faire partie des pistes de développement, effectivement, à confirmer avec le professeur Matelin autour des prochaines étapes ou des suites à donner sur cette étude. Alors, je me permets juste d'apporter une précision. Dans cette étude, il y a également l'Institut de génétique et biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg qui participe, notamment avec Catherine Tomasetto, et c'est ce qui est prévu dans une deuxième partie de l'étude. Merci beaucoup. Jean-Claude, au final. Oui, c'est pas une question médicale, c'est plus une question sur l'intelligence artificielle, c'est sur l'analyse sémantique. Je veux dire, est-ce qu'actuellement, je veux dire, vous êtes encore obligé de faire des développements importants pour des topics particuliers, ou est-ce que les analyses sémantiques, on peut utiliser des outils qui sont maintenant très très développés, très performants et qu'on peut utiliser de manière, je veux dire, transversale, hein, pour différentes disciplines? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il n'existait pas sur le marché, en tout cas, de bases de données sémantiques prête à l'emploi, entre guillemets. Donc, on l'a vraiment construite sur mesure avec le service du professeur Matelin. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de précision qui est vraiment très élevé, hein. On a fait beaucoup de mesures pour comparer avec des structurations manuelles et démontrer finalement que ça avait un impact extrêmement précis. Après, aujourd'hui, voilà, j'ai envie de dire, on a très bien avancé le domaine du cancer du sein, mais pas du tout, en tout cas, d'autres domaines. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a une solution qui marche très bien dans le monde du cancer du sein, mais qui devrait être, on va dire, redéveloppée ou approfondie sur d'autres univers.